Tu es au beau milieu de l'océan. Il est infini, mais tu ne peux pas le voir parce qu'il y a un épais brouillard tout autour de toi. Des nuages denses cachent un soleil énorme mais terne. Est-ce le jour ou la nuit? Tu ne sais pas. Tout n'est que brume grise autour de toi. Tu es seul. Même si tu essayes de plonger, au bout de plusieurs heures, tu ne verras toujours pas le fond de l'océan. Car tu es sur une planète aquatique. Ça a l'air assez étrange, mais ces mondes d'eau sont plus intéressants qu'il n'y paraît. Alors, jetons-y un coup d'œil. Une planète océan est une planète qui se compose, comme tu l'as sans doute deviné, principalement d'eau, de glace et peut-être de quelques roches. Pense aux océans de la Terre, leur sombre profondeur, la fosse des Mariannes, les créatures mystérieuses. Et maintenant, peux-tu deviner combien d'espace occupe toute l'eau sur Terre par rapport au volume total de notre planète? Seulement 0,025%. Maintenant, essaye d'imaginer un monde composé de 40 à 60% d'eau. Si tu y plonges, la profondeur peut dépasser les 100 km. Comparé à cela, la profondeur de 10 km de notre fosse des Mariannes n'a pas l'air si impressionnante. La pression y sera énorme. Elle peut atteindre jusqu'à 20 000 fois celle de l'atmosphère terrestre. Cela peut sembler effrayant, mais ce serait quand même génial d'en savoir un peu plus sur ces planètes. Heureusement, d'après les calculs des scientifiques, il pourrait y avoir beaucoup de planètes de ce type rien que dans notre galaxie. Pas besoin d'aller bien loin. Tu peux trouver ces mondes d'eau à l'intérieur même de notre système solaire. Ce ne seront pas des planètes, bien sûr, mais des lunes. Jupiter a Ganymède et Callisto, et Saturne a Titan et Encelade. L'océan peut atteindre jusqu'à 30% de la masse de ces lunes. On ne sait pas encore si ces océans sont recouverts d'une épaisse croûte de glace. Mais on a découvert un bon nombre de planètes océans à part entière. Cela s'explique par le fait que les conditions dans lesquelles ces planètes peuvent exister sont très spécifiques. Par exemple, la planète doit être 6 à 8 fois plus grande que la Terre. Si elle est plus petite, elle aura une surface rocheuse. Et si elle est plus grosse, elle se transformera en géante gazeuse. En même temps, elle doit se trouver dans la zone habitable de son étoile. Un peu plus loin, et la planète se transforme immédiatement en une géante glacée ou en une super terre froide. Bref, ces planètes sont très exigeantes. On a commencé à les explorer dans les années 1970. Mais depuis, on n'en a trouvé que quelques-unes. Quoi qu'il en soit, elles sont toujours très intéressantes. La première est Gliese 1214b. C'est la toute première planète océan que nous avons découverte. Au départ, les scientifiques n'ont remarqué qu'un petit point lumineux. Ce point s'est avéré être l'étoile naine rouge Gliese 1214. Une étoile tout à fait ordinaire, 5 fois plus petite que notre Soleil et 300 fois plus terne. Les scientifiques l'ignoraient plus ou moins, mais en 2019, ils ont remarqué que cette étoile possédait une seule planète. Et cette planète s'est avérée être assez étrange. Cette super-Terre est 2,5 fois plus grande que notre Terre et 6,5 fois plus lourde. Mais en même temps, elle a une très faible densité et à peu près la même gravité que notre planète. En d'autres termes, il n'y a presque pas de roches et de métaux sur cette planète. Mais ce n'est pas non plus une géante gazeuse. Il ne reste donc qu'une seule option. Elle est recouverte d'eau et de glace. Et c'est ainsi qu'on a découvert la première planète océanique. En fait, on suppose seulement qu'elle est composée d'eau. C'est en tout cas ce que disent les calculs mathématiques. En réalité, cette planète est assez déroutante. Elle est difficile à explorer et, jusqu'à présent, les scientifiques n'ont rien pu y trouver. Pas d'hydrogène, pas d'hélium, pas d'eau. C'est parce que la couche extérieure de l'atmosphère de cette planète est très dense et qu'elle cache parfaitement sa composition. Malgré tout, c'est probablement un monde d'eau. Gliese 1214b est très proche de son étoile, à seulement 0,014 unités astronomiques de distance, ce qui est moins que la distance entre la Lune et nous. L'année y dure environ 36 heures, et les températures y sont tout simplement brûlantes. Les scientifiques suggèrent que la température moyenne là-bas peut atteindre 250 à 535 degrés Fahrenheit. Tu te souviens de notre description initiale d'une planète océan? En réalité, passer du temps sur Gliese 1214b serait un peu différent. Ce serait plutôt comme nager dans une chaudière à vapeur. À cause de ces températures insensées, l'océan à la surface est constamment dans un état proche de l'ébullition sans vraiment l'atteindre. Alors, imagine que tu descends à la surface de cette planète en volant à travers des nuages de vapeur. Et puis, tu te retrouves soudain dans l'eau. Mais quand cela s'est-il produit? Sur Gliese 1214b, la frontière entre la vapeur et l'eau est très floue.
Bien sûr, tu ne pourras pas nager jusqu'au fond de cet océan, mais il est fort probable que le fond soit recouvert d'une couche très épaisse de ce qu'on appelle la glace chaude. C'est comme de la glace ordinaire, mais elle ne se soucie pas vraiment des lois de la physique. Alors, elle ne fond pas, même à des températures très élevées. Et l'épaisseur de cette glace peut atteindre jusqu'à 5000 km. C'est tout pour l'effrayante Gliese 1214b. Maintenant, même si on ne peut pas garantir à 100% qu'il s'agit d'un monde aquatique, nous avons un autre candidat pour ce titre. Il s'agit d'une planète récemment découverte appelée TOI 1452b. Située dans la constellation du Dragon, elle se trouve à près de 100 années-lumière de nous. Elle a été découverte à l'aide du télescope TESS par un groupe de chercheurs de l'Université de Montréal. Cette planète appartient également à la classe des super-Terres. Elle est 7 fois plus grande que notre planète, mais 48 fois plus lourde, avec toutefois une densité très faible. Pour cette raison, les scientifiques ont suggéré que la quasi-totalité de la planète est constituée d'un océan géant. Ici, on a un peu plus de chance. Ce monde ne sera pas seulement une flaque géante et de la glace épaisse. Sur cette planète, il y a probablement une surface rocheuse profondément enfouie sous l'eau, comme dans un océan typique. Mais ne t'emballe pas trop, cet océan sera certainement très différent de ce à quoi nous sommes habitués. TOI 1452b est aussi en orbite autour d'une petite naine rouge. Et pas seulement une, mais deux à la fois. Et si la planète précédente était proche de son Soleil, celle-ci, au contraire, en est très éloignée. Elle est 2,5 fois plus éloignée de ses étoiles que Pluton ne l'est du Soleil. Et elle se déplace à grande vitesse. Une année y dure seulement 11 jours. On ne sait pas encore grand-chose sur cette planète. On obtiendra probablement de nouvelles informations lorsque les scientifiques l'auront observée avec le télescope James Webb. Et maintenant, la question qui te brûle les lèvres. La vie peut-elle exister sur ce genre de planète ? C'est une question délicate. On sait tous que l'eau est synonyme de vie. D'autant plus que ces planètes se trouvent dans les zones habitables de leurs étoiles. Donc, potentiellement, oui, il peut y avoir de la vie. Pas des civilisations à part entière, bien sûr, mais pourquoi pas des bactéries, des poissons et quelques monstres géants et effrayants. En fait, c'est très peu probable. L'eau seule ne suffit pas à créer la vie, même si elle est très importante. Il doit aussi y avoir des micro-éléments et des minéraux. Et malheureusement, pour la plupart des planètes d'eau, elles ne sont constituées que d'eau et de glace très épaisse, mais pas de minéraux. Mais tout espoir n'est pas perdu. Il ne faut pas oublier les météorites et les comètes qui peuvent apporter les minéraux nécessaires à la planète. Plus elles s'y écrasent souvent, plus la probabilité est grande qu'elles apportent quelque chose comme ça dans l'océan et donc qu'elles créent la vie. Deuxièmement, TOI 1452b possède réellement ces minéraux. On ne sait pas à quelle profondeur se trouve le fond rocheux à cet endroit. Mais s'il existe, alors quelque chose a sûrement pu y naître. Espérons que de nouvelles recherches avec de puissants télescopes nous permettront de découvrir la vérité. Et qui sait, peut-être qu'un jour nous pourrons nous-mêmes visiter une telle planète. Il n'y a presque aucune similitude entre la Terre et Jupiter. La nôtre est une petite planète toute gentille avec des plantes et des pandas mignons. Jupiter est une horreur gazeuse géante avec des ouragans furieux qui ne s'arrêtent jamais. Et si tu tombais sur cette planète, tu pourrais littéralement voler au travers. Mais que se passerait-il si notre Terre avait la taille du père du système solaire ? Oh, ça va être marrant. Jupiter est une planète si grande que je parie que tu ne peux même pas visualiser son échelle. Son rayon est environ 11 fois supérieur à celui de la Terre et sa masse est environ 316 fois plus grande. Donc, pour transformer la Terre en une autre Jupiter, il faudrait multiplier son rayon par 11. Si la densité de la planète restait la même, alors la masse de notre nouvelle Terre augmenterait considérablement. En fait, elle deviendrait jusqu'à 4 fois plus importante que celle de Jupiter. Bien sûr, ces changements ne se feraient pas sans quelques accros. La toute première chose que l'on remarquerait immédiatement, non, ce n'est pas la taille, mais la gravité. Elle augmenterait d'environ 11 fois par rapport à celle de notre ancienne Terre. Les scientifiques affirment que nous pourrions effectivement survivre sur une planète avec une plus grande gravité, mais seulement si elle n'était que 5 fois supérieure à celle que nous connaissons maintenant. Admettons que nous ayons le goût du risque, toujours prêts à défier les lois de la physique. À quoi ressemblerait notre vie ? Eh bien, pas vraiment à une partie de plaisir.
Après chaque pas, tu devrais t'asseoir sur un banc et faire une pause, comme si tu venais de courir un marathon. En effet, il serait à ce point difficile de marcher. Oh, et bonne chance pour te relever ensuite. Pour pouvoir se déplacer d'une manière ou d'une autre sur cette planète, il faudrait devenir vraiment baraqué. Il n'y aurait plus de problème avec la malbouffe, car il faudrait être un véritable haltérophile pour atteindre le réfrigérateur. La force de gravité affecte non seulement les mouvements, mais aussi la taille de toute chose. Sais-tu que de nombreux astronautes gagnent quelques centimètres grâce à l'apesanteur dans l'espace ? Donc, si tu en as assez d'être petit, voici une solution pour toi. D'un autre côté, une forte gravité nous rendrait tous plus trapus. Cela ne vaudrait pas seulement pour les humains, mais pour tout ce qui se trouve sur notre planète. Les arbres deviendraient très petits. Pour pousser vers le haut, ils doivent déplacer l'eau de leurs racines vers leurs branches, ce qui serait irréalisable avec une telle gravité. Alors ils se transformeraient tous en de petits buissons. De même, plus de montagnes. Même les plus grandes finiraient par s'affaisser. Mais au moins à présent, l'Everest semblerait à la portée de tout le monde. Cela s'appliquerait aussi aux animaux. Nos animaux de compagnie devraient rapidement évoluer en des corgis bodybuildés, juste pour pouvoir trottiner tant bien que mal. Oh, et dis adieu aux oiseaux, bien entendu. Si tu penses que tout cela ne suffit pas, ajoutons une autre chose. Il nous serait très difficile de respirer. La pression atmosphérique augmenterait de façon spectaculaire. C'est parce que la Terre commencerait à attirer l'air vers elle avec une force colossale. Tu en sentirais littéralement le poids sur tes épaules. Tu te souviens de ce que j'ai dit à propos de devoir faire une pause après chaque pas. Maintenant, imagine qu'il te faudrait également respirer à travers un oreiller. Oui, et ce n'est pas tout. La pression atmosphérique joue un rôle important dans le comportement des molécules d'eau. Il serait beaucoup plus difficile pour l'eau de bouillir ou de se transformer en glace. La plupart des icebergs fondraient et il est possible que nous n'ayons plus de nuages non plus. Toute la vapeur d'eau s'abattrait sur nous sous la forme de torrents de pluie diluvienne. Nous aurions de la chance si nous n'étions pas tous submergés instantanément. Mais étrangement, il se trouverait aussi quelques avantages. Par exemple, le monde qui nous entoure deviendrait beaucoup plus spacieux. En supposant que nous ne soyons pas inondés, il y aurait même un tas de zones complètement désertes sur notre planète. Peut-être que les prix de l'immobilier baisseraient enfin. Mais ces zones inexplorées resteraient très probablement, inexplorées, puisqu'il nous serait extrêmement difficile de voyager à travers les mers et les océans. Non seulement parce que se déplacer à travers les eaux serait incroyablement compliqué, mais aussi parce que tous les plans d'eau de la planète deviendraient 10 fois plus vastes. L'idée même de se perdre dans l'océan est effrayante, mais imagine qu'il soit 10 fois plus profond et plus grand. Oh oh! Donc, plus de bateaux. Et oublie l'idée de prendre l'avion, ou de visiter l'espace un jour. Mais il semble que ce ne soit pas tout. Si la Terre avait la taille de Jupiter, des volcans se mettraient à faire rage de toutes parts. En raison de l'augmentation de sa masse, la Terre deviendrait terriblement instable. Tous les volcans éteints redeviendraient actifs, et il y aurait de la lave et des gaz toxiques partout. En 1883, l'éruption la plus destructrice de l'histoire de l'humanité a eu lieu, l'éruption du volcan Krakatoa. Elle s'est produite sur une petite île, mais les gens de toute la planète ont pu en ressentir les conséquences. L'éruption a anéanti cette île, déclenché de nombreux tsunamis et des nuages de gaz toxiques se sont répandus sur des kilomètres à la ronde. Maintenant, imagine la même chose, mais en 10 fois pire. C'est ce qui se passerait sur notre Terre de la taille de Jupiter. Ce qui arriverait serait comparable à la chute de la météorite de Chicxulub, celle qui a éradiqué les dinosaures de la surface de la Terre. Ensuite, des gaz toxiques se sont répandus sur toute la planète, provoquant l'une des plus grandes extinctions de masse de l'histoire de la Terre. Oh, et cerise sur le gâteau, nous perdrions aussi notre champ magnétique. Le champ magnétique est très important pour la vie sur Terre. Selon Rory Barnes de l'Université de Washington, il protège la vie sur notre planète des désagréments de l'espace, ce qui signifie toutes sortes de radiations et autres vents solaires. Il existe un noyau de fer fondu au cœur de notre planète, qui est responsable de la production du champ magnétique. Si la pression exercée sur ce noyau augmentait à cause de la gravité, il pourrait se solidifier. Et à cause de cela, le champ magnétique de la Terre disparaîtrait. Nous serions alors exposés aux effets des radiations cosmiques. C'est trop effrayant pour y penser. Très bien, maintenant nous savons que vivre sur cette nouvelle Terre serait un véritable cauchemar.
Mais qu'en est-il de l'espace extra-atmosphérique ? Tu as probablement entendu dire que Jupiter, grâce à sa forte gravité, nous protégeait des astéroïdes. Eh bien, c'est nous qui hériterions de ce sale boulot. Jupiter rencontre environ 24 000 impacts par an, et ce serait désormais notre destin. Tu te souviens que j'ai parlé de la météorite de Chicxulub ? Des tragédies similaires arrivent à notre planète une fois tous les 100 millions d'années environ. Mais si elle acquérait la taille de Jupiter, ces machins nous rendraient visite tous les vendredis soirs. De plus, nous devrions dire bye-bye à notre Lune. Notre satellite naturel est trop proche de nous. Donc, si la Terre grandissait, ce serait une véritable catastrophe. Nous regarderions littéralement la Lune se déchirer dans le ciel. Bien sûr, après cela, tous ces fragments s'écraseraient sur nous. Une théorie affirme qu'il y a des milliards d'années, la Lune s'est pour ainsi dire séparée de la Terre et que ces morceaux se sont rassemblés en une boule. En l'occurrence, ce serait comme regarder sa formation se rembobiner. Et même si la Lune survivait à cela, en restant en quelque sorte dans l'orbite de la Terre, les changements dans nos marées seraient tout de même spectaculaires. Les conséquences de ces altérations seraient absolument imprévisibles, mais il est plus que probable qu'une série de tsunamis en fasse partie. D'un autre côté, nous gagnerions probablement quelques nouvelles lunes. Jupiter en compte jusqu'à 79. Ce serait probablement un spectacle à couper le souffle. Si seulement les nuages de gaz de toutes ces éruptions volcaniques ne bloquaient pas la vue. De plus, l'apparition d'une deuxième planète géante aurait des conséquences importantes pour tout le système solaire. Ne t'inquiète pas, les autres planètes ne s'écraseraient pas directement sur nous. Beaucoup de gens sous-estiment à quel point les planètes sont éloignées les unes des autres. Mais toutefois, la nouvelle Terre décalerait un peu les orbites des autres planètes et affecterait leur vitesse de rotation. Et la Terre elle-même tournerait autour du Soleil beaucoup plus lentement, en raison de son énorme masse. Par exemple, une année sur Jupiter équivaut à 12 années terrestres. Tout cela, bien sûr, affecterait grandement les saisons et le climat en général. Alors, y aurait-il encore de la vie sur Terre ? C'est une question pour le moins audacieuse. Mais si un jour nous parvenons à trouver une super-Terre habitable, d'une taille proche à celle de Jupiter, il serait très intéressant d'y jeter un coup d'œil. La vallée de Javari, située au Brésil, est une zone de jungle intacte de 85 000 km², soit légèrement plus grande que l'Autriche. Cette zone isolée est protégée pour empêcher les étrangers d'y pénétrer et elle abrite l'un des plus grands territoires indigènes du Brésil. Là, des tribus sans aucun contact avec le monde extérieur peuvent vivre paisiblement dans la jungle. Leur observation n'est faite que par les employés officiels depuis les airs. Cela permet d'avoir un aperçu et de mieux comprendre comment vivaient autrefois les premières sociétés de chasseurs-cueilleurs. Jusqu'à 3000 habitants appartenant à 14 tribus différentes vivent au cœur de la réserve, répartis dans 19 villages. Cela fait de la vallée de Javari l'une des plus grandes zones de peuple isolées au monde. Il est illégal pour les étrangers d'y pénétrer, car le contact avec des humains extérieurs serait dangereux pour la santé des indigènes. Ces tribus isolées n'ont en effet pas développé d'immunité contre les nombreuses bactéries que nous portons. Il est donc crucial de les laisser tranquilles. Au Vatican se trouve une énorme salle de stockage secrète. Elle contient jusqu'à 84 km de rayonnage pour des archives qui remontent jusqu'au 8e siècle. Elle contient de nombreuses lettres, livres et autres documents importants de personnes notables collectés par le Vatican. Par exemple, il y a une lettre d'Abraham Lincoln, datant des années 1860, dans laquelle il évoque les progrès des États-Unis. Une autre est de la reine d'Écosse Marie Stuart, lorsqu'elle a demandé l'aide du pape en 1587. Et il y a même des documents concernant le procès de Galilée au XVIIe siècle, alors qu'il remettait en question les mouvements de la Terre et du Soleil. Les archives couvrent 1200 ans d'événements mondiaux, mais la plupart sont secrets car l'accès n'est accordé qu'à certains chercheurs universitaires. Et pour avoir accès, il faut avoir au minimum 75 ans et renouveler ta demande tous les 6 mois. Et même comme ça, pendant que tu fouilles dans les documents secrets, tu es sous la surveillance constante de la garde suisse. Vu toutes ces précautions, il serait intéressant de savoir ce qui pourrait encore être caché dans ces documents confidentiels. À mi-chemin entre Hawaï et l'Australie se trouve l'île solitaire de Howland. Elle a une longue histoire d'isolement impitoyable.
À partir de 1857, des mineurs ont passé 2 décennies à extraire des fientes d'oiseaux vieilles de plusieurs siècles, un engrais précieux à l'époque. Puis, l'île a été abandonnée jusqu'en 1935, lorsque les États-Unis ont tenté d'y établir une colonie. Ils étaient enthousiastes à l'idée d'y construire le premier aéroport. Ils pensaient qu'un jour, ce serait un endroit idéal pour une escale, créant ainsi une connexion plus facile entre l'Australie et la Californie. Une piste avait même été préparée sur l'île Howland pour l'arrivée d'Amelia Earhart. Tout était prêt pour servir de point d'atterrissage pour son vol autour du monde. Malheureusement, Amelia a perdu le contact avant d'arriver sur l'île. Le rêve d'un aéroport sur la trajectoire des vols transpacifiques a été abandonné et la colonie s'est rapidement dispersée sans autre tentative de repeuplement. Mais l'île est maintenant une réserve protégée pour le fragile écosystème qui l'entoure. Elle est visitée une fois tous les 2 ans pour évaluer la régénération de la faune et personne n'est autorisé à y entrer sans autorisation officielle. L'île Heard est un territoire offshore de l'Australie. Elle est couverte à 80% de glace et abrite les seuls volcans actifs du pays. Elle est aussi entourée de glaciers dont le plus haut s'élève du niveau de la mer jusqu'à 2400 mètres d'altitude. Mais si tu as la chance d'obtenir l'autorisation d'accéder à l'île, tu ne pourras l'atteindre qu'en naviguant sur 6500 km à travers une mer agitée. Après avoir accompli ce long voyage, tu te retrouveras sur un territoire inhabité de 368 km². Félicitations, tu es arrivé dans l'un des endroits les plus isolés du monde. Seuls des baleiniers et des chasseurs de phoques vivaient parfois ici jusque dans les années 1880. Et depuis le départ de ces baleiniers, seuls des chercheurs ont entrepris le voyage. Depuis 2011, personne n'est revenu. Tous les bâtiments se sont effondrés au fil des ans à cause des conditions météorologiques extrêmes. Ce n'est donc pas la meilleure option pour des vacances. Avec des températures glaciales et des vents puissants qui peuvent atteindre 177 km/h, seules les plantes et les animaux les plus robustes peuvent survivre à cet endroit. En France, les célèbres grottes de Lascaux présentent des œuvres d'art tout à fait uniques. Les peintures murales qui remontent à 17 000 ans au début de l'ère magdalénienne contiennent environ 6 000 images. Elles décorent les murs et donnent un excellent aperçu des types d'animaux qui existaient à cette époque ancienne. Certains des animaux représentés ont disparu en France depuis des milliers d'années, comme les anciens aurochs et rhinocéros. Peintes dans un mélange de couleurs rouges, jaunes et noires, faites à partir de plusieurs pigments minéraux différents, les images dépeignent ce que les sociétés de chasseurs-cueilleurs chassaient dans la région. Mais les peintures se sont détériorées à cause des visites de touristes qui ont été arrêtées en 1963. Le dioxyde de carbone provenant de l'haleine des visiteurs et la présence de lumière ont provoqué l'apparition de lichens, de cristaux et de moisissures dans les grottes, ce qui a endommagé les minéraux des peintures. L'accès aux grottes est désormais fortement limité, mais des répliques des peintures ont été mises à disposition pour offrir une expérience similaire. Le Canada est le 2e plus grand pays du monde, bien que sa partie nord-ouest soit en grande partie non peuplée. Une île de cette région, l'île Devon, est la plus grande île inhabitée de la planète. Elle couvre une superficie gigantesque de 55 000 km², soit presque l'équivalent de la Croatie. Les gens ont lutté pour survivre sur cette terre désolée. Les Inuits ont essayé pendant un moment, mais même eux ont décidé d'abandonner cette terre impitoyable dans les années 1930. Avec de faibles précipitations, des vents violents et des températures glaciales, elle ne peut abriter que des microclimats de végétation. Les colonies ont également été abandonnées en 1951 car elles n'étaient pas économiquement viables avec les ressources limitées de l'île Devon. Cependant, aujourd'hui, en raison de ses similitudes avec Mars, les scientifiques entreprennent le difficile voyage pour faire des recherches sur l'île. L'environnement est très hostile, avec son terrain pauvre, ses températures glaciales et son isolement. C'est donc devenu un endroit parfait pour la NASA pour tester les équipements et l'équipage des futures missions vers Mars, la Lune et même les astéroïdes. À mi-chemin entre le pôle Nord et la côte nord de la Norvège se trouve l'archipel de Svalbard. Cette île isolée est recouverte de toundra enneigée. C'est pratiquement invivable ici,
Mais au terme d'un long voyage, en marchant dans la neige, tu auras peut-être la chance d'atteindre la réserve mondiale de semences du Svalbard qui dépasse d'une montagne. Après avoir accédé à son entrée intimidante, tu traverses un long tunnel qui s'enfonce dans la montagne. Tu peux entendre les bruits constants du système de refroidissement tout autour de toi. C'est pour s'assurer que la température est maintenue à moins 17 degrés Celsius, idéal pour son contenu. En arrivant au bout du tunnel, tu pénètres dans la chambre forte proprement dite. Il s'agit en fait d'un coffre-fort contenant la plus grande collection de biodiversité agricole du monde. Depuis son inauguration en 2008, 13 000 ans d'histoire agricole ont été accumulés, avec plus d'1 million d'échantillons de cultures distinctes stockés ici. Le but de la chambre forte est de fournir une sauvegarde contre toute perte accidentelle de culture dans le monde entier. Les 148 pays qui ont déposé des semences dans la chambre forte peuvent en retirer quand elles en ont besoin. Cependant, l'accès à la réserve est fortement restreint et seul le personnel autorisé peut accéder aux semences. Retour au Brésil, où une île située à seulement 34 km de la côte est l'une des plus dangereuses au monde. Envahie par de nombreux serpents, elle est judicieusement nommée île aux serpents. Des serpents à tête de lanterne se sont échoués sur cette île lorsqu'elle s'est séparée du continent pendant la dernière période glaciaire. Grâce ou à cause de leur isolement, ils se sont adaptés à leur environnement, leur nombre a augmenté et leur venin est devenu plus puissant avec toutes les proies qu'ils pouvaient trouver. Leur venin est jusqu'à 5 fois plus puissant que celui de leurs homologues du continent. Et comme l'île ne fait que 43 hectares et qu'elle abrite 4000 serpents venimeux, cela fait au moins un serpent par mètre carré. L'île est soumise à des restrictions en raison de ses résidents hautement venimeux. Seuls les employés officiels et les chercheurs qui observent les serpents sont autorisés à y accéder. Mais si tu passes par là et que ton bateau coule, fais attention où tu mets les pieds.